Le président français François Hollande ne visitera pas Madagascar, mais une rencontre n'est pas exclue lors du sommet de la Commission de l'océan Indien aux Comores. Le changement du statut de la société d'État Jirama en société à vocation exclusivement commerciale pourrait entraîner la baisse du tarif de l'électricité fourni selon le ministre de l'Énergie ce jour. Au moins 50 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés dimanche soir lors d'une attaque dans la ville côtière de Mpeketoni, à l'ouest du Kenya. Selon les médias, les assaillants seraient des islamistes Shebab. Bonsoir à tous, bienvenue et merci si vous nous rejoignez pour ce journal en français. À la une des actualités ce jour, le président français François Hollande ne visitera pas Madagascar, mais une rencontre n'est pas exclue lors du sommet de la Commission de l'océan Indien aux Comores. D'autre part, l'État malgache n'a pas encore tranché sur le sort des îles éparses. La rencontre du secrétaire général français chargé de la Commission de l'océan Indien avec le président Radonarmapian a été axée sur 3 points. Le premier est le sommet de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra aux Comores. Reportage de Irnirin Rapari. Madagascar et les Comores dirigeront la 4e édition du sommet de la Commission de l'océan Indien aux Comores le 26 juin prochain. La présence de François Hollande, président de la France, est prévue au nom des départements français de l'océan Indien, les îles de la Réunion et Mayotte. La visite de la Grande Île n'est pas prévue dans l'agenda du président français, mais tout est possible, a noté Annick Girardin, secrétaire d'État français en charge du développement et de la francophonie. Je n'ai absolument pas dit ça, j'ai simplement dit que nous allons effectivement pouvoir travailler sur un certain nombre de pistes de travail commun. Vous savez, nous avons sur ces questions, dans le monde entier, un certain nombre d'autres sujets qui correspondent effectivement à ces mêmes problématiques de gestion de zones maritimes. Le passage de François Hollande au pays sera une opportunité pour discuter des îles éparses, mais la réalité pousse au scepticisme. La revendication de ces terres remonte depuis le régime de Didier Ratirek, une requête poursuivie par Marc Ravalman. Le président Radonarmapian a changé la donne en parlant de gouvernance inclusive et de négociation avec l'État français. Interrogé sur le sujet, Annick Girardin, secrétaire d'État français en charge du développement et de la francophonie, déclare que les deux États cherchent encore un consensus. Il n'y a pas du tout de volonté de ne pas venir à Madagascar. Au contraire, je suis là et c'est le signe que la France est revenue dire au président Éric combien nous souhaitons être à ses côtés. De toutes les façons, les deux chefs d'État malgaches et français se rencontreront sûrement le jour de ce sommet de la Commission de l'océan Indien. Face à la tendance politique actuelle, les réponses à des diverses questions délicates sont très attendues. L'État français allouera une enveloppe de 25 milliards de dollars à Madagascar dans le cadre de la coopération avec l'Agence française de développement. Un fonds réparti dans divers domaines, dont la santé, l'éducation, le développement du monde secteur rural et le rétablissement d'infrastructures. Ces collaborations ont été signées ce matin au ministère des Affaires étrangères. Reportage. 10 millions d'euros pour l'éducation, 4 millions d'euros pour le projet Salam Médecins du Monde, tandis que 2 millions d'euros sera réservé au développement du secteur rural. Un financement pour soutenir les divers secteurs d'activité économique, pour le développement de l'agriculture et de l'élevage et de l'artisanat à travers la microfinance. Selon le ministre des Finances et du Budget, malgré l'existence des microfinances, les banques ne sont pas encore très présentes dans le secteur rural. 5 millions d'euros de ce financement de l'État français seront destinés à l'aménagement d'infrastructures, notamment des ruelles et des ponts dans chaque quartier et l'assainissement de canaux dans la ville d'Antananarivo. C'est un projet inclus dans le projet Grand Tana, une collaboration du ministère de l'Infrastructure, de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire et de la commune urbaine d'Antananarivo. D'après le ministre de l'Infrastructure, ce fonds sera destiné à la construction de ruelles, mais non des routes ou des écoles, car il s'agit du deuxième projet, l'Alakiel. Selon les informations, les financements sont toujours versés à l'État malgache. Comment sera la gestion de ces fonds? La population bénéficiera-t-elle de ces fonds? Jusqu'à présent, la loi de finances rectificative reste imprécise malgré la fusion des ministères et instaurée 4 semaines après la formation du gouvernement.
Le président de la République, Erason Armapian, fait appel à la réconciliation à Boissard Sud samedi dernier. Réconciliez-vous et pardonnez-vous les uns les autres. Ce sont les conseils prodigués par le président de la République, Erason Armapian, aux populations d'Ajandamp et d'Ambatsval samedi dernier à Boissard Sud. En fait, le chef de district d'Amboissard Sud, les chefs Fouktan des deux localités et le commandant de la région militaire ont fait chacun leur rapport sur les dissensions qui ont entraîné des affrontements mortels entre ces deux villages. Le chef de l'État leur a conseillé de revenir à la raison. À vous entendre, vous êtes tous des chrétiens, alors consentez-vous à faire la paix, a-t-il conclu. Les responsables locaux civils et les dispositions pour que les sinistrés sont prises dans les 1800 d'Ajandamp soient immédiatement prises en main. Les dossiers sur les responsables de délits électoraux sont déjà entre les mains de la justice, selon les révélations du CENI de ce jour. C'est l'une des revendications principales des secteurs politiques après la présidentielle du 20 décembre 2013. Reportage. La CENIT a déclaré ce jour que ceux qui ont commis des fautes durant les élections, et particulièrement les membres de bureaux de vote, ne sortiront pas indemnes des tribunaux. La CENIT déclare attendre des décisions judiciaires pour ce jour. Le pouvoir de cette commission indépendante reste limité. Seule la justice a le dernier mot. D'après les explications du président de la CENIT, le nombre des personnes concernées n'est pas encore connu. Par ailleurs, la CENIT sollicite du gouvernement un projet de loi sur l'organisation des élections communales et qui sera soumis au vote de l'Assemblée nationale. Vu la conjoncture politique actuelle, les élections communales auront-elles lieu? Jusqu'à présent, les projets de loi déposés au niveau du gouvernement restent sans suite, dont le projet de loi sur les collectivités territoriales décentralisées, élaboré par la plateforme malagasy Miaramieng. La formation officielle des formateurs appelée Formation Bridge a débuté ce jour. C'est un projet de la CENIT en coopération avec la Commission africaine. Une trentaine de participants sont attendus. La CENIT est en phase de passation de service avec l'organisme qui va prendre le relais. Madagascar ne dispose pas encore des facilitateurs d'experts en transparence des élections. C'est la première étape des 26 formations prévues pour cette année. Il s'agit de préparer des élections partielles, législatives et communales dans 4 districts et 4 agglomérations. La CENIT organisera un séminaire sur l'entité qui lui succédera à la fin du mois de juin prochain. Sur le plan économique, la faillite de l'entreprise Sirama est sans appel. Il va falloir tout reconstruire ou en créer une autre devant l'état du site de Brickaville. Le ministre Jules Etienne, en charge de l'industrie, n'a pas caché la vérité aux derniers employés de la Sirama Brickaville. Il leur fait don de 140 millions d'ariars aux 359 employés restants de la Sirama Marman Brickaville lors de son passage la semaine dernière. Un cadeau pour qu'ils puissent passer la fête du 26 juin. Regardez. 1260 employés ont travaillé dans cette entreprise Sirama à Marman-Brickaville au début des années 2000. En 2007, la société met la clé sous la porte et envoie 836 employés au chômage technique. 65 sont morts après avoir vécu le calvaire. À ce jour, il reste 359 employés, dont seuls 32 travaillent encore sur le site. En ce qui concerne les propriétés de l'entreprise, d'après les titres en leur possession, 4600 hectares leur appartiendraient, mais seuls 1300 hectares est exploitable pour la plantation de canne à sucre. On n'a pu en planter que sur 50 hectares. Beaucoup en ont profité pour s'accaparer du reste des terres. Les anciens dirigeants n'auraient jamais pris de décision sérieuse sur l'assainissement de la gestion de la société. Entrée en difficulté en 2006 et plus encore pendant le régime de Marc Ravalomanan, la société est tombée en ruine en 2007. Tous les matériels sont rouillés et on ne sait exactement ce qui a provoqué sa faillite. Les responsables préfèrent ne pas évoquer les mauvais souvenirs du passé et veulent des solutions pour une résurrection de la Sirama. D'après Mouana Essa, directeur général de Sirama Brickaville, aujourd'hui il reste 359 employés. En 2007, on était au nombre de 836, dont 65 sont morts ou ont quitté le navire. À ce jour, il ne reste plus que 32 employés à travailler réellement sur le site. Les autres ont été envoyés en chômage technique.
Ce n'est pas la première fois que cette société de Brickaville reçoit de l'aide et de promesses. Le président de la transition leur a déjà donné près de 2 milliards d'ariars en novembre 2009 pour les 31 mois de salaire non payés. La rénovation de l'entreprise a été aussi promise. En 1976, la Sirama Brickaville produisait 30 000 tonnes de sucre et 8 000 mètres cubes d'alcool, dont 6 200 mètres cubes et d'alcool brut. Les représentants des employés de l'usine ont fait part au ministre Jules Etienne de leur profonde tristesse et lui ont demandé de réhabiliter leur instrument de travail. On nous a promis des avantages et l'on n'a jamais vu les couleurs, ne serait-ce que le 13e mois. La politique de développement de l'industrie est de mettre en place une industrie puissante dans chaque province afin de générer des emplois et assurer la vente de la production sur le marché international. La faillite de Sirama Brickaville est irréversible. La meilleure chose à faire est d'en ouvrir une autre et chercher les personnes qui peuvent collaborer. D'après Jules Etienne, la société Sirama est en faillite. Le mieux est d'en construire une autre nouvelle. On va chercher le moyen de collaborer avec les habitants et essayer de trouver les avantages entre les deux parties, les responsables et le personnel. Plusieurs industries ont été construites et ont atteint leur apogée à Madagascar. Seulement, le problème s'est situé au niveau de leur gestion. Les copinages entre les responsables qui désignaient les dirigeants de ces entreprises ont été les principales causes des échecs. Dès maintenant, la responsabilité des dirigeants de chaque centre doit être claire et précis, mais surtout la place que devra occuper le personnel, un des piliers de l'industrie jusqu'ici. Toujours dans cette page économique, le changement du statut de la société d'État Jirama en société à vocation exclusivement commerciale pourrait entraîner la baisse du tarif de l'électricité fournie, selon le ministre de l'Énergie ce jour. C'est l'une des priorités discutées durant l'atelier concernant le sous-secteur électricité ce jour à Boumanaboul. Nyandranje Narsouf. Madagascar est classé 16e pour le coût de l'électricité, relativement élevé sur 39 pays similaires en Afrique. D'une couverture territoriale insuffisante, seulement 12% de la population y ont accès contre 53,2% au Sénégal et 75,2% en Afrique du Sud. Une défaillance de l'offre en quantité et en qualité est constatée. Cela est dû à une gouvernance inefficace du secteur. La double vocation sociale et commerciale du Jirama est difficilement conciliable, entraînant ainsi une dette de l'État envers la Jirama d'une somme totale de 100 milliards d'ariars à la fin 2013. Mondial et les autres partenaires techniques et financiers sont là aujourd'hui, donc c'est avec eux qu'on va essayer de programmer, de bosser sur un plan d'action afin de programmer donc tous les investissements nécessaires pour rehausser le niveau du secteur électricité à Madagascar. Le but, encore une fois, c'est d'essayer de réduire ce coût énergétique à Madagascar, parce qu'encore une fois, c'est un frein, c'est un blocage au développement économique du pays. Et donc il faut vraiment avoir un juste milieu pour que tout le monde puisse en bénéficier. Une réforme de la loi permettra de modifier le statut de la Jirama. Cette société d'État devrait répondre à la loi du marché, une société de production en vue d'une marge bénéficiaire afin d'améliorer le service d'approvisionnement en électricité. Pour cela, le ministère de l'Énergie a organisé ce jour un atelier d'identification des actions prioritaires du sous-secteur électricité. Et nous aurons aussi un regard sur le social. Les citadins de la ville d'Émile et ses environs ont débuté la semaine avec de gros crachats tout au long de la journée. Il en sera de même pour demain selon les prévisions météorologiques. On en est en plein hiver. Avec Nagarach, la température minimale est de 5 degrés. Il fait aussi extrêmement froid la nuit à Antananarivo. Les aliments protéinés et qui réchauffent le corps humain, comme les poissons et les anamalo, sont plus chers. Michela Ranardon. La flambée des prix de vêtements chauds, des couvertures et des accessoires de mode comme les foulards ainsi que les bottes pour femmes est inévitable durant la période d'hiver. Les prix ont surtout augmenté au cours des dernières semaines quand la température a beaucoup baissé. Les nourritures à base de protéines comme le poisson ne sont pas épargnées pour autant. Il en est de même pour les anamalo, des aliments qui réchauffent le corps. Les poissons séchés sont proposés à des prix exorbitants, étant vendus près de 5 000 ariars les 250 grammes, soit 20 000 ariars le kilo.
Les prix ont monté pareil pour l'anamalo ou les bread mafan. Son prix est passé du simple au double, de 100 AGH le petit tas à 200 AGH. Ainsi, le poisson séché et l'anamalo ne sont plus à la portée de tout le monde. En général, les citadins de la capitale achètent une faible quantité pour en faire du bouillon, alors que dans les zones rurales où il y a des lacs, le poisson sert de mets d'accompagnement au riz. Les vertus du poisson et de l'anamalo sont prouvées scientifiquement. La préparation de ce menu typiquement malgache est vraiment conseillée. Un médecin informe que les gingembres, qui sont nettement moins chers, peuvent remplacer avantageusement l'anamalo. Pour cette période hivernale, les petits poissons secs apportent des protéines ainsi que des éléments calciques. C'est bien pour cela que la plupart des foyers malgaches mangent plusieurs fois dans la semaine des petits poissons secs avec un anamalo. Les prévisions météorologiques pour demain annoncent la persistance des crachats. Tout cela ne facilite pas la tâche aux mères de famille pour le budget journalier familial. On prévoit cette précipitation jusqu'à demain matin, demain après-midi, et on va observer une amélioration d'ici après-demain. Il ne fait pas encore vraiment froid selon les explications. La baisse de la température va s'aggraver surtout les mois de juillet et d'août, et la période d'hiver se terminera vers le 31 août prochain. Nous allons partir au Kenya pour les actualités internationales. La soirée d'hier devait être à la fête. Elle a, au lieu de cela, tourné à l'horreur. Alors que les Kenyans suivaient en direct la retransmission du mondial de football, une trentaine d'hommes en armes ont attaqué une localité proche de l'archipel touristique de Lamu. L'opération a fait 49 morts au moins. Les responsables ne sont autres et ils viennent de revendiquer les faits que les islamistes Shebab. Reportage de France 24. Ces femmes crient, pleurent, hurlent leur douleur sous le choc après l'attaque meurtrière contre leur village, situé dans une région côtière et touristique du Kenya. Une attaque revendiquée par les extrémistes somaliens, les Shebab, avec qui le Kenya est en guerre. Les assaillants, une cinquantaine, sont arrivés, selon les témoignages, à bord de 2 ou 3 véhicules, armés jusqu'aux dents. Et ils ont d'abord visé le poste de police. Devant la résistance des occupants du poste, ils se sont repliés sur le village, tirant dans les rues, contre des restaurants et des hôtels, alors que les clients étaient en train de regarder la Coupe du Monde de football. Il s'est passé du temps avant qu'on intervienne, même si nous ne pouvons pas vraiment blâmer la police, car elle ne savait pas d'où partaient les attaques. Mais cela a duré environ 4 heures avant leur départ de la périphérie de la ville, où ils ont aussi assassiné quelques personnes. La plupart des assaillants se seraient enfuis dans une forêt voisine. Les autorités kenyanes qui les recherchent indiquent avoir renforcé leur dispositif de sécurité à travers tout le pays. Les forces de police étaient déjà sur le qui-vive. Elles craignaient à juste titre des attentats pendant la Coupe du Monde. Celui-ci est le plus meurtrier depuis la sanglante prise d'otage contre un centre commercial de Nairobi il y a 9 mois, déjà revendiqué par les islamistes somaliens. Restez avec nous tout de suite après Cool Sport présenté par Miarane Mardon. Suivez le Team Mondial 2014. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.